Hey, bonjour à tous, soyez les bienvenus, nous sommes en direct, il est 11 h pile et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de skateboard, gagné. Alors, je ne suis pas un spécialiste, j'ai fait ça il y a 30 ans avec des toutes petites planches, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire du skate, on va aussi regarder en quoi c'est une vraie discipline sportive, jusqu'à s'intéresser aux Jeux Olympiques, ce sera en fin d'émission. Vous aimez le bitume, vous aimez la vitesse, vous êtes un peu rebelle, vous êtes les bienvenus. Sachez que cette émission, en direct sur les réseaux sociaux, est entièrement réalisée par les étudiantes et les étudiants de l'ARFIS, cette école incontournable de cinéma, d'audiovisuel à Lyon-Villeurbanne. Tout de suite, je vous propose de commencer, d'entrer dans le vif du sujet avec un premier invité. C'est un spécialiste, il est lyonnais, il est champion de France, il skate depuis plus de 30 ans, c'est presque le doyen des skateurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, je vous demande d'accueillir le célèbre Jérémy Daclin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérémy, prenez place. Merci. On est très heureux de vous accueillir. Merci, bien. Alors, je vois que vous avez plus l'habitude que moi, hein. Mais il n'y a pas énormément de différence d'âge entre nous. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 49 ans. Ah oui, vous êtes le vrai doyen. Ben, peut-être, mais maintenant, de plus en plus de gens de mon âge continuent à pratiquer. Ouais. Et vous continuez aussi. Bien sûr. Alors, vous avez débuté comment? Racontez-nous votre histoire. Eh ben, je pense que comme beaucoup de jeunes, c'est dans un groupe d'amis, il y a un copain qui a un skate, on s'y met, et puis c'est la découverte de la ville, la liberté de se balader, voilà, et puis on accroche, et puis on voyage un peu avec, et puis on se fait des copains, et puis voilà. Bon, tout a démarré dans les années 70, j'imagine. Moi, un peu plus tard, mais le skate, oui. Ah oui, excusez-moi, bien sûr, bien sûr. Pas de référence de ce type pour vous, parce que vous êtes encore très très jeune, hein. D'ailleurs moi aussi, hein. Alors, bref, je referme la parenthèse. Quelles ont été les évolutions techniques majeures en 50 ans? Eh bien, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Il y a eu l'histoire de la roue qui est passée en uréthane, donc qui permettait de mieux accrocher au bitume. Les roulements ont un peu évolué, mais les planches, ça reste plus ou moins similaire, c'est-à-dire que c'est 7 plis des raps canadiens qui sont collés. Il y a la forme qui a un peu évolué, voilà, mais il n'y a pas eu de véritable révolution comme dans le ski, dans d'autres sports. En fait, il faut que le skate reste simple et basique pour en changer souvent. Et en fait, c'est le fait d'avoir une planche neuve qui répond bien aux figures et tout ça, voilà. Voilà, donc du matériel en bon état. Voilà. Tout a démarré aux États-Unis. Est-ce que rapidement le reste du monde a suivi? Eh ben, il y a eu un film très célèbre qui s'appelait Dogtown et les E-Boys, où en fait il y a eu des sécheresses aux États-Unis, et donc les piscines ont été vidées, donc les skateurs ont commencé à skater dans les piscines. Ah oui. Donc voilà, c'est ça un peu l'évolution, et c'est là où les gens ont commencé à skater sur de la verticale, et puis ils ont commencé à aller de plus en plus haut, et puis après il y a les figures, ils ont décollé, voilà. Et j'imagine qu'à partir des années 80, ça s'est démocratisé dans les autres pays. Ça s'est démocratisé, et puis il y a des films aussi de la pop culture qui sont arrivés, comme Retour vers le futur, ou des choses comme ça, où on voit des skateurs, et donc là vraiment, et puis il y a plein de magasins qui sont ouverts, et voilà. Donc c'est un sport extrêmement visuel, vous parlez des films, les cassettes VHS à l'époque, hein, qui transmettaient cela de maison en maison. Il y a une vraie culture en fait skateboardistique avec des vidéos qui ont été faites, il y a des artistes qui sont liés au skateboard, il y a plein de réalisateurs qui sont connus maintenant comme Spike Jonze ou des gens comme ça qui ont fait leurs premiers essais de vidéos sur des films de skate. Voilà, ça permet aussi une grande créativité, tous les films de skate. Voilà. Bon, à l'époque, on avait quand même l'image du skateur comme un rebelle qui aimait sa liberté plus que tout. C'était vraiment le cas ou c'est un préjugé? Ouais, c'était un peu différent, mais maintenant c'est plus démocratique et voilà, c'est au JO comme vous l'aviez dit. Mais ouais, à l'époque, on était un peu différent parce qu'on s'habillait différemment. Voilà, mais... Alors, moi, je vous propose de rester dans l'histoire parce que c'est passionnant. Et il y a Dimitri Jourdan, un habitant du Rhône, à Grigny précisément, que vous devez connaître, qui a créé un musée dédié, un musée à la gloire du skateboard. On va visiter tout cela. Regardez, reportage réalisé par nos étudiants. Salut, bienvenue au The Starbaus Museum.
fait 26 ans que je skate. À force de skater, je me suis intéressé à l'objet, je me suis mis à collectionner. Et j'ai eu une des plus grosses collections de skate en Europe. Et du coup, j'ai décidé de ne pas garder ça pour moi et de l'ouvrir au public. Et du coup, j'ai créé mon propre musée. Il y a les planches de skate, il y a aussi les trucks, les roues, les magazines, les VHS, les vêtements, la skate shoes, enfin il y a plein d'objets liés avec le skate, il n'y a pas que des planches. Le patin à roulettes a été inventé dans les années 30. Fin années 50, les gens ils se sont amusés à les couper en deux, à les séparer et à fixer ça sur un bout de bois, tout simplement. Donc là on est sur la création du skateboard. En 1976, il y a eu une période de sécheresse aux États-Unis où du coup les surfeurs n'avaient pas de vagues. En fait, il n'y avait pas de vent. Donc comme il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vagues. Et du coup, les surfeurs s'ennuyaient. Donc ils ont ressorti leur planche à roulettes et ils ont refait du skate. Et comme c'était une période de sécheresse, les Américains n'avaient pas le droit de remplir leur piscine. Et les piscines, elles sont arrondies chez eux. Donc c'était parfait pour pouvoir refaire du skateboard. Ils avaient la sensation, on va dire, du surf. Et du coup, il y a eu un gros boom du skateboard qui est arrivé. Dans les années 80, ça a été l'explosion du skate. C'est là où les sociétés skateboard ont embauché les premiers graphistes. Donc là, ça y est, il y a l'illustration qui apparaît sur les skateboards. Et après, on va de génération en génération, l'an 2000, 2010, 2020. Les visiteurs du musée, c'est ouvert à tout le monde, tout public, et à beaucoup de curieux, des novices. Et qui repartent emballés, et comme il y a un magasin de skate, et même des novices qui visitent et ça leur donne envie de pratiquer le skate, donc qui repartent avec leurs planches. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce lieu assez hors norme, n'hésitez pas à rejoindre Dimitri sur son compte Instagram, The Disturb House Museum. Voilà son adresse. On retrouve Jérémy Daclin avec nous en direct. Jérémy, le skate a longtemps été associé au surf. On en parlait un petit peu dans l'intro de ce direct. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est un sport qui se pratique de côté, en fait, comme le snowboard également. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, au début du skate, c'est les surfeurs qui en faisaient quand il n'y avait pas de vagues, voilà, et vice-versa. Mais ça peut être tout à fait associé. Il y a plein de marques qui gravitent dans les deux univers. Et ouais, c'est tout à fait associable. Ouais. Et donc, c'est la pratique de ce qu'on appelle le street qui a tout changé, qui a été un tournant ? Voilà, en fait, c'est de sortir le skate des skateparks et des rampes et tout ça. Et de la piscine. Et de la piscine également, pour l'amener dans la rue. Et là, en fait, ça ouvre les champs où partout où il y a des villes, on peut pratiquer. Donc, il y en a dans le Maghreb, il y en a en Asie. Et donc, voilà. Et c'est vraiment ce principe qui a internationalisé le skateboard. Il y a une partie importante, c'est le look. Le look est très particulier. Le look du skater ne passe pas inaperçu. Est-ce qu'il a dépassé ce look les frontières du skate aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est un look qui est pratiqué dans la rue. Il y a plein, même maintenant, des maisons de haute couture qui s'inspirent de la street crédibilité, de tout ça. Et donc, voilà, c'est mélangé. Il y a des marques qu'on ne va pas citer qui ont fait des articles de skateboard, qui en font, qui en copient, voilà. Donc les marques sont très attirées par ce sport. Quel est l'état du sponsoring ? Comment ça fonctionne il y a des athlètes qui sont professionnels, qui font que ça toute la journée et qui ont des sponsors. Maintenant, en plus avec les JO, parce que le skateboard est actuellement aux JO, ça va être à Paris, donc il y a plein de sponsors qui sont intéressés par ça. Et voilà, et c'est quand on sait que par exemple pour les JO d'hiver, en fait, c'est le snowboard qui est la discipline la plus regardée. Oui. Et donc voilà, les études sont pas encore sorties, mais je pense que le skate c'est un truc qui intéresse beaucoup de monde. C'est le côté visuel finalement. Voilà, plus que le curling ou d'autres sports. C'est vrai. Alors aujourd'hui, vous êtes devenu un professionnel du skate. Enfin, ça fait des décennies que vous vivez de cette pratique. Vous avez d'ailleurs créé votre propre marque en 97. On peut en savoir plus ? Voilà, en fait, j'ai créé une marque de skate et le principe, c'était avant le skateboard était très américain.
Et pour avoir une carrière, il fallait aller aux États-Unis. Et je suis parti du principe de monter une marque en Europe pour sponsoriser des gens en Europe et voilà, développer le marché européen et pour garder nos talents, en fait, voilà, comme on peut dire. Et donc voilà, ben ça a très bien marché pendant 20 ans et j'ai arrêté. Maintenant, je suis sur une autre activité, mais toujours dans le skateboard. Et que faites-vous précisément aujourd'hui? Des trucks, c'est la partie en métal qui sont... Voilà. Ah oui, d'accord. Donc toujours le même principe, mais voilà, sur des trucks. Dans la technique. Voilà. Donc finalement, vous êtes arrivé à une belle époque pour vous. C'était un Eldorado, en quelque sorte. Eh bien, oui, on peut dire ça. Enfin, surtout, là où je suis content, c'est que j'ai réussi à vivre de ma passion et je continue à en vivre. Donc, voilà, je suis très content. Ouais. Aujourd'hui, vous allez au boulot tous les matins en skate? Non, en vélo, mais j'essaye d'en faire tous les jours. Eh bien, écoutez, on va bien sûr rester sur ce sujet fondamental qui nous passionne jusqu'à 11h30 en direct. Vous restez à mes côtés, on va recevoir un autre spécialiste et on va parler de la discipline sportive après l'histoire. Ce spécialiste, vous le connaissez certainement, il a le même prénom que vous, il s'appelle Jérémy Moreau, il est président d'une association lyonnaise, Roule qui peut, il organise des compétitions, il donne des cours également aux plus jeunes. On l'accueille, mesdames, messieurs, voici Jérémy Moreau. Ah, il y a de l'ordre chez les skateurs. Hein. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, Jérémy. Ah, c'est important d'avoir, on l'a compris, du matériel bien entretenu et toujours à la pointe. Alors vous avez commencé à l'âge de 16 ans. C'est ça. Vous pouvez nous raconter votre parcours, votre histoire? Eh ben, à peu près pareil. Des copains faisaient du skate. Et du coup, j'ai essayé. Quand j'ai réussi à faire la figure de base, le ollie, j'ai dit à mes parents, pour Noël, je veux un skate. Et j'ai commencé comme ça, sur des routes de campagne. Mais qu'est-ce qui vous a passionné? À un moment, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une bascule? C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt d'abord et ensuite une passion? Le fait de vouloir en faire au lieu d'aller en cours tous les jours. Ah oui, là c'est grave. Tu te dis que t'es foutu et que t'as envie ça devient vraiment passionnel. Alors, vous parliez de cette figure emblématique, le ollie. De quoi s'agit-il exactement? Le ollie, c'est simplement le saut de base en skate. Donc du coup, ça va être d'appuyer très fort sur l'arrière et de faire un mouvement de balancier avec le grip et de réussir du coup à décoller. Eh bien, je vous propose de voir tout cela en images, parce qu'avec nos équipes, nous avons filmé à quelques mètres de notre studio un spécialiste en la matière qui viendra ensuite nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Lucas Brasse. C'est un jeune skateur lyonnais. Ça fait 4 ans qu'il s'est mis à ce sport. Et regardez, c'est impressionnant. Donc voilà une démonstration de ollie. Vous pouvez commenter pour nous? Alors voilà, là, tout simplement le ollie. Donc on voit qu'il appuie bien sur l'arrière et qu'il remonte un peu, qu'il arrive avec ses genoux à monter un petit peu. Donc c'est une figure qui met du temps à faire pour les débutants au début. Une fois qu'elle est acquise, ça ouvre le champ des possibles. Après le ollie 180 en front, donc qui est la suite logique avec une rotation et qui va être envoyer les épaules pour pouvoir se mettre en arrière. Là, on voit une autre figure. C'est la même, mais dans l'autre sens. D'accord. Donc elle est un peu plus compliquée au début parce que tout simplement, on tourne dans un sens où on voit pas là où on va. Ensuite, le show vite, qui est aussi une suite logique, donc faire tourner la planche de 180 degrés en dessous de nous et de la réceptionner. Et ensuite, il va y avoir l'emblématique kickflip, qui va être une rotation qui va être plus sur l'axe de la longueur. Et qui met aussi des fois quelques mois, même aux débutants, à rentrer. Et un bon nombre de chutes, j'imagine, pour en arriver à ce résultat. Il faut en fait chuter, c'est ça qui nous fait rentrer dans le métier, qui nous fait avoir nos premières croûtes et qui nous teste. Si on aime vraiment ça, les chutes ne nous dérangent pas du tout. Alors là, même chose, 360 flip. C'est ça, donc du coup ça va être la rotation du chevit mais en 360, plus la rotation en kickflip. 4 ans de pratique pour en arriver à ce stade, c'est quand même une belle performance déjà. Ouais, Lucas il a progressé très vite et ça montre que quand on est passionné, persévérant, on y arrive assez facilement. Et combien de temps en général d'entraînement, d'apprentissage pour une figure particulière? Quelques semaines? Ça peut être en une session. Ça peut être en 3-4 heures, quand on a le déclic du mouvement, qu'on l'a bien regardé chez les autres ou simplement qu'on a essayé assez fort. Bon, il faut être un peu téméraire quand même, de ne pas avoir peur de tomber.
C'est ça, il y a une grande part de confiance en soi, d'évaluation des risques, de savoir quand est-ce qu'on peut se jeter à corps perdu parce qu'on est serein sur son corps et son mouvement. Bon, à notre grande époque, Jérémy, on mettait des genouillères, des coudières, tout ça, ça n'existe plus? Plus de moyens de protection, des casques quand même, non? Ah bien sûr que si. Ah oui, quand même. Ah, D'accord, moi, parce que là, on les a vus, ils sont... Dans les cours que j'ai avec les personnes mineures, c'est pour des questions légales, ils ont un casque. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire pour les cours de skate, ouais. Et après, en fonction des disciplines, il y en a qui en mettent aussi, notamment les courbes, parce qu'ils font des vols planés. Enfin, les phases aériennes sont vraiment dangereuses. Donc du coup, non, on continue d'en mettre. Les débutants, c'est conseillé d'en mettre au début pour... Bon, vous nous rassurez parce que beaucoup de jeunes nous regardent actuellement en direct, donc faites attention à votre sécurité. Allez, tout de suite, je vous propose d'en savoir davantage. On va accueillir sur notre plateau, sous les applaudissements de la foule en délire, Lucas Brasse est avec nous. Bonjour. Hop. Prenez place, Lucas. Alors bravo d'abord, vous avez été suivi aussi par un excellent caméraman de l'Arfis, on l'a vu, une belle expérience j'imagine pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans trahir vos secrets, mais comment se passent des sessions d'entraînement? Comment vous faites? En règle générale, on va sur un spot et on se donne pas forcément d'objectifs, mais on a des tricks en tête, on essaye de les réaliser le maximum possible et puis c'est beaucoup d'acharnement et beaucoup de temps à donner à ça en fait. Est-ce que vous avez un spot de prédilection préféré? Ouais, comme je pense beaucoup de gens à Lyon, Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, et Ouais. pour quelle raison alors précisément? Parce que déjà, de base, c'est un spot emblématique de Lyon. Et c'est un spot qui est raidé depuis très longtemps. Et puis, il a été refait à neuf il y a 3-4 ans, je crois. Et c'est devenu un spot super agréable à skater. Oui, parce que on a l'impression que la surface, le revêtement est très lisse, hein, Ouais, c'est agréable. Ça glisse vraiment super bien. Pour tomber, en plus, ça fait pas forcément mal. On peut glisser, bien se réceptionner. Et puis, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Est-ce que, à votre avis, maintenant qu'il y a beaucoup de monde sur ce lieu emblématique, est-ce que le skate reste tout de même assez marginal? Est-ce que vous avez conservé votre côté rebelle? Je pense que c'est un esprit qui va avec le sport. Donc peu importe que ça se démocratise ou pas, c'est quelque chose qui est né avec et je pense que ça restera avec dans toutes les circonstances. À votre avis, les deux Jérémy avec nous sur le plateau, c'est encore marginal? Vous êtes toujours des rebelles ou vous êtes rentrés dans les rangs? Jérémy? Moi, je suis dans l'entre-deux. D'accord. Je garde quand je skate cet esprit un peu de nos futurs, de se balancer. Ah oui. Et pour essayer de continuer à progresser après 15 ans, 16 ans de pratique, je suis obligé des fois de mettre des coups, mais c'est personnel et c'est que envers moi-même en fait. Et je me calme parce que je donne des cours et que je n'ai pas envie que les enfants, je ne vais pas leur transmettre l'envie de se faire mal, je leur transmets la passion et la technique du skate, quoi. On va parler bien sûr des cours, mais réaction sur le côté marginal? Non, je pense que le skate maintenant, il est suffisamment large et tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. Il y a un skate très marginal et très rebelle, mais il y a un skate très institutionnel avec la fédération, les compétitions, maintenant bien normées et tout ça. Donc, et puis surtout aussi au niveau de l'âge, maintenant c'est de très jeunes, comme on le voit dans les cours, à des gens comme des emblèmes américains, ils ont 50 ans, 60 ans et continuent à faire du skate. Donc ouais, c'est très large et tout le monde peut y trouver ce qu'il veut maintenant. Est-ce qu'on peut le considérer comme un sport extrême? Extrême, je sais pas, mais en fait, sur la dangerosité du skate, c'est très peu dangereux par rapport à d'autres sports, parce qu'avant d'avoir beaucoup d'amplitude, il faut avoir beaucoup d'années de pratique. Par exemple, au ski, au bout d'un an, on peut sauter 10 mètres, 20 mètres. En skateboard, jamais on arrivera. Mais le skate, c'est souvent des petits coups répétés. Donc c'est vrai que ça fait mal, mais des grosses chutes, fractures et tout ça, c'est beaucoup plus rare. Mais il y a des compétitions extrêmes, notamment au niveau visuel, hein, qui sont impressionnantes. Vous les connaissez? Vous les pratiquez? Ouais, c'est celle des big air, mais donc du coup ça va être comme en ski en fait, avec une rampe de lancement, un gros saut, ou alors en verte, Ouais, mais c'est ce qu'on a le moins en France. Par exemple, C'est en a très peu pratiqué, c'est vraiment... voilà, mais oui, mais c'est... Il n'y a pas trop de problèmes de dangerosité non plus. Ouais. Lucas, sur l'aspect extrême de ce sport, votre avis? Moi, je ne sais pas, je pratique pas la phase extrême du sport, mais bon, quand je vois des grands athlètes se lancer sur des gros modules, sur des grosses hauteurs, moi je pense, je catégoriserais ça comme sport extrême.
Alors, on va maintenant parler de l'association Roule qui peut, parce que c'est important. Vous êtes tous, d'ailleurs ici, mais surtout Jérémy, dans la transmission. Comment ça se passe ces cours et parlez-nous de votre association. Alors c'est une association qui existe quasiment depuis que je skate, mais je l'ai rejoint que récemment, ça fait 3-4 ans du coup. Et c'est une association qui est née à Villeurbanne et qui a eu pour vocation d'accompagner un projet de skatepark d'abord à Flachet. Et voilà, donc du coup on accompagne les jeunes, on introduit les débutants un petit peu dans la scène en les faisant se rencontrer, en les faisant participer à des compétitions qu'on organise. Et on fait des cours de plus en plus, on se forme entre nous et on va vers les formations officielles de la fédération de skate. Donc du coup, ça fait 15 ans que sur la scène lyonnaise, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. À quel âge on débute le skate dans vos cours? Il y en a qui commencent en dessous de moi, je commence à 6 ans. Parce qu'en dessous, c'est aussi vachement de la garderie et plus du fun. D'accord. On peut le faire, hein, mais c'est plus du skate assis. Et non, ça devient concret à 6, 7, 8 ans. Ils apprennent très vite à cet âge-là. Lucas, vous avez suivi des cours avec Roule qui peut? Pas du tout. Non, Alors, non. quel est votre regard sur cette association? Moi, sur du la coup, j'ai transmission. rencontré Jérémy sur différents spots de skate quand j'ai commencé à skater. Et j'ai pris connaissance de l'association quand on a fait le King of Lyon. Voilà. Et du coup, grâce à ça, je suis devenu aussi membre de l'association. Et ça permet vraiment de favoriser les rencontres, de pouvoir se donner confiance entre nous aussi. Et on progresse toujours mieux ensemble que tout seul, de toute façon, dans tous les cas. Jérémy, quand vous avez débuté, ce n'était pas aussi structuré. Vous avez perdu un peu en liberté, non? Peut-être, mais en tout cas, c'est une très bonne chose qui est ce genre d'association. Et d'ailleurs, on manque de professeurs agréés et tout ça. Et aujourd'hui, si vous avez par exemple un enfant et vous voulez lui donner un cours, tu dois être plein. Il y a presque 6 mois d'attente, je crois. Oui, donc c'est assez conséquent, il y a un engouement, c'est devenu voilà, il y a un populaire. engouement et on manque d'infrastructures, mais c'est une très bonne chose qui est ça. Est-ce que vous recherchez des profs, par exemple? Oui, toujours. Plus on aura de profs, plus on pourra aller profitez, lancez un appel en direct. Vous recherchez quel profil de prof? Eh ben, on cherche des gens qui sont sérieux, ponctuels, sportifs, et puis qui n'ont pas peur de tomber et de se lever tôt pour aller donner des cours de skate sur des skateparks gelés tout l'hiver. Donc, d'un côté, il y a de la transmission, vous proposez des cours, et puis des compétitions. Parlez-nous un petit peu de cet aspect plus challengeant pour les jeunes. Comment vous notez tout cela? Il y a différents types de compétitions. On va en faire des fois ce qu'on appelle des contests. Donc du coup, il va y avoir, c'est le format un peu plus international aussi qu'on essaye de respecter, avec un run d'1 minute 30 par rider. Et du coup, avec des juges qui vont noter la difficulté des tricks, le style des tricks. Là, je commence à être un peu dépassé, parce qu'il y a du vocabulaire qui m'échappe. Alors, dans tricks, tout ça. c'est juste figure. C'est un mot anglais. Ok, très bien. Comme beaucoup de termes de skate, c'est de l'anglais. Donc ça permet aussi de devenir bilingue rapidement. On maîtrise un moyen de locomotion, mobilité douce, respect de la planète, maîtrise de la langue. C'est super le skate, quoi, en quelque sorte. Bon, ça a beaucoup d'atouts. Alors, ces compétitions, Lucas, est-ce que vous seriez en mesure de vous lancer après 4 ans de pratique? Ça vous tente? Moi, j'y ai déjà réfléchi, mais plus je fais du skate, plus ce côté compétition du skateboard m'intéresse moins. Donc je suis pas sûr que ce soit ce qui m'attire. Et pourquoi ça vous intéresse moins? Parce que moi, je préfère skater pour le plaisir, pas être en compétition avec mes amis, plus ensemble en fait. Pas l'un contre l'autre, plus ensemble. Voilà, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour vous, plus qu'un sport, un moyen de locomotion au quotidien? Vous êtes toujours avec votre planche partout? Pas tout le temps, mais en règle générale, j'ai toujours avec moi. Et puis c'est plus qu'un sport, pour moi, c'est carrément une passion, quoi. Donc le matin, je me lève, j'y pense. Le soir, je me couche, j'y pense. Tout le temps. Alors j'aimerais aborder avec vous un sujet central qui a été un petit peu évoqué, c'est évidemment l'arrivée depuis quelques temps, 2020, l'arrivée du skateboard, et puis Paris 2024, les Jeux Olympiques, c'est une consécration. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde? Petit débat pour terminer cette émission. Jérémy. C'est vrai que c'est un débat,
Mais moi, je suis tout à fait pour parce que chacun peut, ce que je disais, chacun peut y trouver ce qu'il y veut. Et les gens qui veulent regarder de la compétition ou qui ont l'esprit compétitif peuvent rentrer là-dedans. Mais voilà, sachant que le skate, c'est quand même c'est souvent pas une compétition contre quelqu'un d'autre, c'est surtout une compétition contre soi-même. Et le principe du skate, en fait, c'est que dès qu'on arrive à faire une figure, c'est d'essayer de la faire la même mais plus difficile, c'est-à-dire en mettre un flip avant. Voilà. Donc c'est souvent plus un challenge contre soi-même. Donc voilà, les compétitions, c'est souvent contre soi-même. Jérémy, vous partagez? Quel est votre avis? Je suis assez nuancé, c'est une bonne chose parce que les jeunes ont envie d'en faire, ils en voient plus à la télé, donc du coup, nous, ça nous apporte plus de cours, hein, donc je ne vais pas cracher dessus. Après, effectivement, on perd un petit peu de la culture aussi, cette culture rebelle, entre guillemets, dont vous parliez, ce qui est aussi lié à la musique, qui est lié à l'art visuel et tout ça, qui n'est pas du tout transmise dans les Jeux Olympiques, qui est quelque chose de très cadré, très sportif. Et c'est, oui, une activité physique, mais c'est aussi une culture, donc il ne faudrait pas qu'on la perde de vue. Et puis, de toute façon, on ne peut pas aller contre, donc encourageons-les. Oui, mais ça devient maintenant une institution, finalement. Ça ne ressemble plus du tout à ce qui vous a attiré lorsque vous étiez jeune. C'est un peu regrettable. Vous êtes nostalgique? Oui, maintenant, il y a des coachs, maintenant, il y a... Voilà, mais c'est l'évolution de la vie. On va demander à Lucas ce qu'il en pense, parce que voir une discipline aux Jeux Olympiques, discipline que vous pratiquez, ça doit être aussi pour vous très valorisant. Moi, je trouve que c'est une reconnaissance pour cette discipline qui n'était pas au JO avant. Donc, de ce point de vue-là, forcément, c'est un grand pas et c'est une évolution, donc c'est cool. Mais après, moi, comme je ne suis pas trop compétition, je ne suis pas trop axé là-dessus, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je ne regarde pas de compétition, je ne regarde pas de... Pas dans la compétition, quoi. Bon, vous serez devant l'écran en 2024, Paris. Là, on va voir des skateurs du monde entier, hein, c'est bien ça, avec des figures extraordinaires. Oui, et surtout, à Lyon, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est au JO, d'ailleurs, qui s'appelle Aurélien Giraud, qui était en finale des JO et qui s'est qualifié premier, qui a terminé malheureusement 6e, mais bon, qui est très fort en ce moment et qui a une bonne chance de nous représenter au JO à Paris. On va maintenant parler de vos projets respectifs. Vous ne serez pas au JO, j'imagine, Jérémy? Absolument pas. Alors, si on est réaliste, qu'allez-vous faire dans les prochains mois? Et vous, quels sont vos projets professionnels, par exemple, autour du skateboard? Eh ben moi, je vais aller faire du skateboard tout à l'heure à Fleurieux. Voilà. Très bien. Fleurieux, au nord, à l'ouest? Voilà, le long de la Saône. Très bien, il y a un petit spot qui va être très bien, il fait grand soleil, ça va être parfait. Parfait. Et vous? Eh ben, nous, on relance post-Covid un petit peu les compétitions avec l'association. Donc, on a un calendrier rempli tous les week-ends entre des démos, des initiations, des compétitions à aller faire et à les soutenir à Grenoble, notamment les compétitions féminines qui nous tiennent très à cœur. Puis, je vais aller skater aussi. Il fait beau. Il y a du soleil, il faut en profiter. Lucas, même programme? Moi, pour cette année, plus voyager pour voir plus de scènes skate à travers la France. Et puis sinon, toujours skater quoi, tous les jours. Bon, pour conclure notre émission, je vais vous demander un mot chacun. Qu'est-ce qui résume le mieux tout ce qu'on vient de se dire ce matin? Qu'est-ce qui résume le mieux votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à cette discipline qui vous passionne? On commence par vous, Jérémy. Un mot. Un seul. Je vous laisse réfléchir, je demande à Jérémy. Ouais. Moi, ce qui pourrait qualifier le skateboard, c'est peut-être la liberté. Liberté, pour vous? Eh ben, l'amusement. Amusement, le fun. ok. Et moi, le dépassement de soi. Eh bien, c'est bien résumé. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à notre émission. On était vraiment très heureux de vous accueillir. On a appris beaucoup de choses. Puis ça nous a rappelé des souvenirs. Regardez ici, il y a un Walkman, il y a des cassettes audio, c'est génial. Ça, c'est toute notre enfance. On n'avait pas connu ça. Bon, mais vous savez, c'est pas parce que c'était hier que c'était mieux. Aujourd'hui, c'est parfait et demain, ça sera encore mieux. Allez, merci à toutes les équipes qui ont participé à cette émission. Merci à tous les étudiants, les étudiantes. Merci à vous. Partagez, likez, commentez sur les réseaux sociaux. Et puis à tout à l'heure, à partir de 15h, 15h30, pour un nouveau direct. Cette fois-ci, ce sera la mode, le streetwear. Merci beaucoup. À bientôt.